Bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc il s'est passé plusieurs mois. C'est vrai que j'avais uploadé dernièrement, pas dernièrement, mais pendant la période pendant laquelle je mettais en ligne des vidéos, euh, j'en avais publié presque une dizaine. Donc durant cette période-là, eh ben, j'étais pratiquement mort. J'étais vivant mais mort. Donc je n'arrivais plus à réfléchir, je n'arrivais plus à me sentir, à avoir du plaisir, à juste ressentir du plaisir. Donc j'étais cloîtré dans ma chambre. Euh, je ne sortais que pour peut-être acheter de la nourriture et puis c'est tout. Et puis il s'est passé quelques mois durant lesquels j'ai consulté. Je suis allé voir, je suis allé voir pas un mais plusieurs psychiatres. Donc chacun d'eux m'a, chacun d'eux m'a prodigué des conseils d'abord et puis bien évidemment m'a prescrit un traitement, enfin plusieurs traitements je vais dire. Donc les traitements habituels. Que ce soit les benzodiazépines ou encore les antidépresseurs, que ce soit du Prozac ou encore de la mitriptyline ou de la médiazapine, ou je me rappelle plus du terme parce que ce médicament-là les effets secondaires. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, les effets secondaires de tous ces médicaments-là font en sorte que le traitement n'est pas, pour moi en tout cas, il n'est pas viable. Euh, Parce que, grosso modo, l'effet secondaire prend le dessus sur, en fait, sur, sur le côté positif du traitement. Mais dans la plupart des cas, en fait, il n'y a aucun effet. Enfin, je le ressens pas. Je ne ressens pratiquement rien du tout. Donc, les médicaments n'ont aucun effet sur moi. Je le dis, je le répète. C'est pas la première fois que je vais consulter. Donc, j'ai déjà consulté plusieurs fois. Euh, donc, j'ai consulté durant plusieurs années. J'ai aussi arrêté de consulter. Les psychiatres, ce que les psychiatres disent, parce que c'est peut-être le discours formaté qu'ils doivent en fait prononcer, qu'ils doivent en fait prononcer à chaque patient. Donc ce n'est pas quelque chose de vécu pour eux. Donc la plupart des psychiatres ne sont pas passés par ces maladies-là. Donc peut-être que c'est plus difficile pour eux de se mettre à la place, de ressentir un peu d'empathie et de se mettre à la place en fait du patient pour peut-être pas arriver à une solution, mais au moins atténuer la souffrance. Donc ça n'arrive jamais. Euh, le meilleur psychiatre le meilleur psychiatre pour moi, c'est la personne qui a de l'empathie. Parce que il faut l'avouer, dans mon cas où j'ai été déprimé, où j'ai ressenti de la dépression ou de la maladie mentale pendant presque une vingtaine d'années, donc et ça dure, ça perdure. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que lorsque le psychiatre n'a pas trouvé de solution, normalement, il devrait dire et il devrait prononcer ces mots, je suis de ton côté, tu fais ce que tu as à faire, et normalement, je suis là pour atténuer la souffrance. Et si, et bien évidemment, je vais rebondir sur ce sujet parce que j'ai dit qu'en fait, il y a quelques mois, je me sentais pas bien.
J'ai publié des vidéos, je les ai retirées je les ai retirées de mon compte. Et puis peut-être qu'aujourd'hui je vais les remettre. J'en ai aucune idée. Parce que tout ce que je fais, je ne le fais pas dans un but précis. Je le fais peut-être, c'est peut-être ma thérapie parce que je n'arrive plus à parler aux gens, je n'arrive plus à m'exprimer je n'arrive plus à m'exprimer. Tout simplement parce que en fait, je suis totalement isolé parce que les gens ne veulent pas comprendre. Enfin, les personnes qui sont, qui sont proches de moi, elles ne veulent pas comprendre ou ne peuvent pas comprendre. Ça, je ne le sais pas. Mais cette souffrance-là qui dure et qui doit en fait être et qui doit cette souffrance double, je veux dire, cette souffrance qui est double en fait, parce que en fait, lorsqu'on est dans cet état-là, eh ben, on n'a même pas le support des autres parce que j'ai l'impression que les autres ne comprennent pas, vu que on ne considère pas que la maladie mentale est en fait juste une maladie physique et que toute maladie est une maladie physique parce que il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans ce domaine, et puis le cerveau, ce n'est que des réactions chimiques. Et puis si la chimie du cerveau en fait, n'est pas équilibrée, et s'il n'y a plus de balance, donc qu'est-ce qui se passe, c'est que euh, le cerveau n'arrive plus à ressentir ce plaisir-là. Le plaisir, même si l'on considère que le plaisir que l'on ressent est mental, moi je le considère comme physique parce que on le ressent dans notre corps. Et tout ce que nous ressentons, il est au final physique parce que la dépression agit sur le physique. Et elle agit sur quoi? Elle agit sur le cerveau qui est un organe physique. Mais cette séparation qui a été faite peut-être par les religions et qui a créé cette notion d'âme, etc., fait en sorte que en fait, les gens confondent et ça fait en fait perdurer cette confusion qui fait que les gens ne te comprennent pas et qui fait que les gens presque t'en veulent. Et il y a même des psychiatres qui m'ont dit c'est dans ta tête. Oui, c'est dans ma tête. Merci de me l'avoir dit. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a, je sais pas, qui a une maladie du cœur, etc., c'est dans ton cœur, donc débrouille-toi, c'est dans ton cœur, débrouille-toi, ou qui a une maladie du foie, ou une maladie des poumons, ou je ne sais quoi, un cancer, eh ben, on va lui dire, ton cancer, il est dans tes poumons, débrouille-toi. C'est ça, ça c'est des réponses que, que certains médecins, peu compétents, prononcent, et même ceux qui sont compétents. C'est pour ça que je le dis, lorsque l'on parle justement de suicide et lorsque l'on parle justement de mort, eh ben, cette mort, elle est en fait provoquée, elle est provoquée par la maladie. Comme un cancer tue, comme il y a des cancers qui tuent et des cancers qui tuent pas, il y a des dépressions qui tuent et des dépressions qui tuent pas. Aussi simple que ça. Ce n'est pas quelque chose c'est pas quelque chose que l'on veut, c'est pas quelque chose que l'on contrôle. C'est un besoin que l'être humain a lorsqu'il se sent, lorsqu'il sent que en fait, euh, lorsqu'il fait en fait, lorsqu'il prend en considération ou lorsqu'il fait un bilan de ses journées et lorsqu'il arrive à la conclusion qu'en fait le côté négatif dépasse le côté positif ou les choses négatives dépassent les choses positives, il n'y a aucun intérêt à vivre. C'est ça, et c'est pour ça que l'on permet justement cette euthanasie-là, elle est en fait, elle est valide dans certains pays comme la Belgique et la Hollande, et la Suisse aussi, et certains États américains, et peut-être l'Australie bientôt, et peut-être l'Afrique du Sud, et peut-être la France, et peut-être le Portugal, et peut-être l'Espagne, etc., etc. Donc, Donc ce n'est pas pour rien, c'est parce que lorsqu'on arrive à un point où on n'a plus de plaisir dans cette vie, l'on souffre d'anédonie, mais pas seulement d'anédonie, lorsque la maladie devient tellement complexe que il n'y a plus d'issue possible, et bien la mort devient en fait un moyen de mettre fin à la souffrance, et non pas à la vie, parce que la vie c'est quelque chose de positif.
C'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de positif la vie. Ce n'est pas parce que le corps continue à fonctionner que, en fait, il y a toujours, on a toujours un plaisir dans la vie. C'est pour ça que, en fait, je pense que les médecins et les psychiatres devraient plus s'inspirer en fait des coachs, peut-être des coachs ou des conseillers, peut-être des conseillers matrimoniaux, je ne sais pas. Lorsqu'on va chez un conseiller en divorce ou je ne sais pas en matrimonial, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va nous dire, il va en fait parler au couple, il va parler à la femme, il va parler à l'homme et il va voir est-ce que il va essayer en fait de comprendre le problème, mais s'il arrive à la conclusion qu'en fait les deux personnes ne peuvent plus être ensemble, il ne va pas les laisser tomber. Il va les accompagner durant la procédure du divorce. Alors pourquoi les médecins laissent tomber et pourquoi les gens laissent tomber en fait les gens qui n'en peuvent plus, les gens qui veulent mourir tout simplement, parce que la souffrance est trop importante. Et c'est pendant ce moment-là qu'on a besoin de vous, qu'on a besoin de nos proches et qu'on a besoin de tout le monde. C'est pas à ce moment-là où l'on doit être seul. Lorsqu'on a pris sa décision et lorsqu'on est sûr de sa décision et lorsque c'est notre décision parce que ça reste notre corps et ça reste notre vie et on n'a pas choisi notre vie. Donc lorsqu'on ne choisit pas notre vie, on n'a pas choisi notre maladie. Donc on n'a pas choisi notre maladie, on n'a pas choisi notre vie. Lorsque cette maladie devient handicapante, lorsqu'elle devient handicapante et lorsqu'elle ne te permet plus en fait de vivre tout simplement, lorsqu'elle ne te permet plus de te concentrer, lorsqu'elle ne te permet plus d'être productif, lorsqu'elle ne te permet plus de travailler, lorsque cette maladie en fait devient la seule chose qui t'accompagne durant tes journées, eh ben, je suis désolé, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de ces médecins-là et qu'on a besoin d'un médecin à nos côtés. Et c'est à ce moment-là que le médecin doit normalement nous supporter au lieu de nous laisser, au lieu c'est là où on a besoin en fait de support moral. Mais c'est à ce moment-là c'est malheureusement à ce moment-là que tout support ou toute aide devient impossible. Et ce que l'on remarque, c'est que les gens deviennent incompréhensifs, deviennent pratiquement violents ou même peuvent, peuvent même devenir voilà, violents et ils peuvent même te dire ils peuvent même t'interner ou utiliser la coercion pour peut-être t'empêcher en fait d'avoir ce que tu veux avoir, tout simplement. C'est vrai que c'est vrai que c'est un processus lent, parce que pour faire passer ces idées-là, ce n'est pas tout le monde qui souffre de ces maladies-là. Donc, les gens, lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils vont en avoir peur. Donc, il faut expliquer. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'essayer juste d'expliquer, de dire mon cas. Mon cas, c'est que je ne peux plus rien faire. Pourquoi, à votre avis, ces pays-là ont permis l'euthanasie? Et pourquoi l'euthanasie, pour les maladies mentales, elle est toujours pour les souffrances, tout simplement. Moi, je dirais, moi, je voudrais en fait briser ce tabou de dire qu'en fait la maladie mentale est différente de la maladie physique. Peut-être que le cerveau est beaucoup plus complexe que le cœur comme organe, mais ça reste un organe. Ce n'est pas quelque chose qui vole dans le ciel et qui est immatériel et qui n'a pas de... C'est quelque chose qui est matériel et qui est situé dans un endroit bien précis. Et lorsque le cerveau est touché, lorsque la personne est touchée au cerveau, elle tombe dans les pommes ou elle devient inconsciente, etc. Donc ça a un effet réel réel, physique et concret sur la personne. Donc il faut qu'on arrête de dire des mots qui pour moi ne veulent rien dire. Donc
Donc, au lieu de parler de souffrance physique et de souffrance mentale, même dans ce cas-là, il faudrait parler de souffrance tout simplement. Parce que la souffrance n'a pas de couleur, elle n'a pas de religion, elle n'a pas de race, elle n'a pas de langue, elle n'a pas de culture. La souffrance est souffrance, elle est humaine. Et c'est quelque chose qui nous lie. Comme le plaisir, comme la joie, comme la souffrance, elle nous lie. Donc peut-être que ce message sera compris par une majorité de gens, mais lorsque les gens stigmatisent justement la maladie mentale et considèrent qu'en fait c'est quelque chose parce que c'est incompréhensible encore à ce stade-là, parce que le cerveau à ce stade-là n'a pas encore livré tous ses secrets, tout simplement, c'est tout. C'est parce que la recherche, elle est toujours continue dans le cerveau. On ne peut pas reproduire un cerveau, par exemple. On peut peut-être reproduire un cœur ou le fonctionnement d'un cœur, mais on ne peut pas reproduire le fonctionnement exact d'un cerveau. Il y a des projets, je pense au niveau européen, aux États-Unis, de Brain Project, et il y a un projet européen aussi, je pense en Suisse, qui justement essaie de reproduire en fait un cerveau humain en fait, par un cerveau en fait, euh, par des ordinateurs en fait, par des multitudes d'ordinateurs qui en fait essayent de, de- de- de simuler en fait le fonctionnement du cerveau et des neurones, etc. Donc oui, ça se fait, mais c'est encore vraiment à l'état. On est encore au tout début de cette quête du cerveau. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas compris. C'est une chose qui n'est pas comprise. Elle n'est pas comprise. Donc, elle n'est pas comprise par la plupart des gens. Donc, lorsqu'on ne comprend pas quelque chose, on va plus avoir tendance à avoir peur de cette chose-là. Alors qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, lorsque je parle à des gens qui vivent la même chose que moi, la plupart me disent, la seule chose à laquelle je pense, c'est la mort. La seule chose à laquelle je pense, c'est la mort. Et la seule chose à laquelle je pense, c'est la mort. Donc c'est quelque chose qui revient. Mais lorsqu'on essaie d'aller parler à ces gens-là, parce que le médecin ne te donne pas cette chance ou l'occasion de lui dire vraiment ce que tu as sur le cœur. Parce que finalement, le médecin, il doit travailler pour ça. Mais lorsque tu as peur du médecin, tu as peur de te faire interner, tu as peur je sais pas, qu'il le dise peut-être à tes parents si tu es encore jeune, ou bien qu'il te donne d'autres médicaments, ou bien qu'il t'oblige justement à prendre des médicaments, je ne sais quoi, et ben tu vas plus ne pas lui dire ce que tu ressens vraiment. Et c'est ce qui crée ces problèmes-là. Moi, ce qui me fait, ce qui me chagrine dans ce monde, dans le monde dans lequel on vit, c'est que la plupart des problèmes, la solution à la plupart des problèmes, c'est juste euh, le fait que les gens n'essayent pas de creuser plus loin. C'est que les gens, en fait, sont tout simplement sont limités par leur connaissance. Et plus ils ont de connaissances, et plus ils sont limités. C'est ça c'est ça le paradoxe. C'est ça la contradiction. C'est que plus tu as de connaissances, par exemple, un médecin, je ne sais pas, je sais pas combien d'années il a étudié, mais je suis sûr que tout ce qu'il a étudié, ce sont des choses qu'il a pratiquement oubliées. Je suis sûr qu'il reste à la fin sur 10% ou même pas 5% de tout ce qu'il a étudié durant son cursus. C'est humainement pas possible de tout garder en tête parce que de toute façon, lorsqu'on devient praticien ou lorsqu'on commence à pratiquer la médecine, donc on va plus se concentrer sur certains cas ou sur certaines maladies ou sur certains diagnostics, etc. Donc ça, c'est totalement humain. C'est pour ça que un second avis médical est toujours conseillé. Pour ceux qui veulent toujours aller voir des psychiatres, etc., qui veulent consulter, moi je conseille vivement de ne pas aller voir un seul psychiatre. Donc essayez d'aller en voir deux, même trois. Parce que lorsque vous allez avoir des avis différents, peut-être, parce que vous allez peut-être avoir des avis différents, vous allez plus ne pas premièrement vous sentir coupable de ce que vous vivez et
comprendre qu'en fait ce n'est pas une science exacte et que peut-être ce que le psychiatre a dit ne doit peut-être pas vous influencer à 100%. Il faut écouter, mais il faut écouter et puis il faut aussi garder un petit sens critique sur tout ce que l'on nous dit, parce que le psychiatre, ça reste un homme, c'est un être humain aussi, donc il n'a pas la science infuse, donc il peut se tromper sur beaucoup de choses. Donc voilà, donc ça c'est juste une parenthèse sur ça. Moi, pour revenir à ce cas-là, c'est que, je le dis, donc lorsqu'on a besoin d'être accompagné pendant un divorce, eh ben, le coach, je sais pas, le conseiller matrimonial, ben, il va essayer justement de nous, il va en fait nous accompagner pendant ce processus. Il va pas nous dire, ça y est, vous voulez divorcer, moi j'étais là pour, moi je n'ai qu'une seule solution pour vous. Et c'est la seule solution que vous devez suivre. C'est la solution des médicaments, par exemple, je sais pas, hein, je le dis, mais je mets en parallèle le psychiatre. Donc si on met en parallèle un discours de psychiatre, le discours du psychiatre doit s'entendre comme ça, justement. Donc le psychiatre n'avoue pas, ou les médecins en général, ils ne reconnaissent pas leurs limites. Ils n'aiment pas reconnaître leurs limites, et ça c'est quelque chose de grave, parce que lorsque l'on voit le nombre de personnes qui meurent du cancer, lorsque l'on voit le nombre de gens qui ont des maladies qui n'ont pas été diagnostiquées, ou bien des maladies qui n'ont pas été soignées, parce que la plupart des maladies, on n'arrive pas à soigner la plupart des maladies, on arrive peut-être à les atténuer, mais pas les soigner. Moi, par exemple, ma migraine, j'ai une migraine depuis je ne sais pas quel âge, je suis allé voir des dizaines de médecins, oui, des dizaines de médecins, parce que c'est une maladie qui est aussi très handicapante. Donc, il n'y a personne qui m'a donné de recette miracle. Alors, personne qui m'a donné de recette miracle. Je peux parler aussi d'autres maladies. J'ai des maladies de peau. Je suis allé voir plusieurs dermatologues, etc. On m'a jamais donné de maladies. Il y a des maladies qui sont chroniques. Chez l'être humain, la plupart des maladies sont chroniques. Sauf les petits bobos, etc. La grippe, même la grippe, ben, on la guérit pas. C'est un virus qui vient et qui part. En tout cas, à part les antibiotiques, à part quelques traitements, etc., on peut peut-être atténuer la douleur, on peut peut-être retirer une tumeur lorsqu'elle est encore bénigne, etc. Mais est-ce qu'on peut vraiment soigner? Je ne le pense pas. Donc cette limitation qu'ont les médecins, ça veut dire il y a un grand pourcentage justement de dépression dans notre cas qui ne peuvent pas être soignés. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce médecin-là, lorsqu'il a cette donnée-là et qu'il comprend cette donnée-là, et c'est une donnée qui existe, ça veut dire ça doit être dans les alentours de 30 ou 40%. Je ne me rappelle plus du chiffre, j'avais lu ce chiffre-là, des maladies mentales, des dépressions, etc., chroniques, des dépressions, des épisodes dépressifs qui n'ont pas de traitement. Que ce soit le traitement médicamenteux, que ce soit le traitement avec, je sais pas, avec l'électrocardiogramme, je sais pas, le truc électrique qu'on met sur le cerveau, les, euh, les impulsions électriques pour stimuler le cerveau, etc., qui ne marchent pas. Donc il y a beaucoup de traitements qui ne marchent pas. Donc il y a un grand pourcentage de gens pour qui les traitements ne marchent pas. C'est une donnée qui est connue. C'est ça qui me tue, c'est ça qui me tue. C'est que c'est une donnée qui est connue. C'est pas quelque chose qui est caché. Ou ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces psychiatres-là ou ces médecins ne s'avouent pas, n'avouent pas leur, ou bien ne reconnaissent pas leurs limites. Pourquoi lorsque tu vas voir un psychiatre, il va toujours te dire prends ce médicament, et lorsque tu vas prendre ce médicament, lorsque tu vas être accompagné par moi, ça ira mieux. Et lorsqu'il voit en fait qu'il n'a plus lorsqu'il voit qu'en fait il est impuissant devant ton cas, eh ben il peut en fait te faire culpabiliser. On me l'a fait plusieurs fois ça. On peut te faire culpabiliser, ça veut dire qu'on va te dire c'est dans ta tête. Oui, merci beaucoup docteur. Je savais que c'était dans ma tête. Mais justement, est-ce que je ne suis pas venu vous voir justement pour que vous traitiez ce problème? Comme j'ai dit, c'est comme aller voir un dermatologue, ça veut dire aller voir un dermatologue, consulter, pour qu'à la fin, ils te disent c'est dans ta peau, ou bien c'est sur ta peau, ou je ne sais pas, moi, c'est ta peau du visage, c'est sur ta peau du visage. Et alors? Donc, c'est dans ta tête, donc ça veut dire, comme par hasard, l'organe qui peut être contrôlé que l'on peut contrôler, c'est la tête. Le reste des organes, on ne peut pas les contrôler.
Donc est-ce qu'on ne peut pas avouer que peut-être que le cerveau, c'est quelque chose qui n'est pas compris et c'est quelque chose qui a encore besoin, qu'on a encore besoin de comprendre, etc. pendant, je sais pas, pendant peut-être des centaines d'années pour finalement arriver à la conclusion de dire que ah, finalement toutes les maladies en fait se ressemblent et la souffrance c'est une souffrance que on ne peut pas en fait on ne peut pas faire de discrimination entre une souffrance qui vient du cancer et une souffrance qui vient de la dépression. Et puis finir avec cette notion de maladie mentale, souffrance mentale, souffrance physique. Parce qu'on ne peut pas discriminer une souffrance en fonction de son origine. Je suis désolé. Parce que la souffrance, elle est vécue par la personne. Donc si cette personne considère que sa souffrance, elle ne lui permet plus de vivre et qu'elle devient intolérable et qu'elle va encore durer pendant des dizaines d'années, eh bien cette personne, elle a le droit de demander l'euthanasie. Et bien c'est ce qui se passe dans ces pays-là, dans la Belgique et dans la Hollande, et je suis sûr que ça va couvrir bientôt toute l'Europe et au final le monde entier va aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que c'est un besoin naturel. Lorsque la personne elle a ce besoin naturel-là, et lorsqu'elle n'a plus de plaisir dans la vie, parce que tous les gens qui vont venir et qui vont parler et qui vont commenter ou qui vont critiquer, ce sont des gens qui ont du plaisir dans la vie, qui ont peut-être vécu des situations qui sont difficiles, mais ils ont du plaisir dans la vie. Parce que s'ils n'avaient pas de plaisir dans la vie, premièrement, ils n'auraient pas la force ou la volonté de venir et de commenter et de dire ce qu'ils vont dire. Donc, c'est le plaisir qui fait que l'on veut avancer et qui fait que l'on veut créer, l'on veut faire des choses. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais nous sommes samedi matin, j'ai envie de rien faire ce week-end. J'ai envie de rien faire ce week-end. Voilà, le seul plaisir qui me reste dans toute cette vie, c'est la bouffe, la nourriture. Et je peux vous dire que c'est intolérable. Et je vous remercie beaucoup. Et puis, je ne sais pas si je vais refaire d'autres vidéos. Je ne sais pas si je vais publier cette vidéo. Enfin, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'arrive plus à avoir, je n'arrive plus à aller dehors, je n'arrive plus à rencontrer des gens, je n'arrive plus à partager. En fait, c'est pas que je n'arrive plus, je n'ai plus de plaisir dans tout ce que je viens de citer. Donc je vous remercie beaucoup. Au revoir.